Dans ce chapitre, on va essayer de voir la notion de classe, qui est la notion qui fait que l'on parle de la programmation orientée-objet. On ne peut pas s'intéresser à la programmation orientée-objet en se détournant de la classe, parce que qui dit objet dit classe. Et comme on va le voir, un objet n'est rien d'autre qu'une instance d'une classe. Donc sans classe, on ne peut pas avoir d'objet. Vous avez sans doute remarqué ce genre d'instruction qui consiste tout simplement à créer une variable de type string. Mais en réalité, on crée un objet de type de la classe string. Parce que string, comme je l'ai dit, c'est une classe. Ce n'est pas un type simple, mais plutôt un type complexe. Ce n'est pas un type simple comme le type int ou bien double ou bien float. Donc là, créer une variable de type string revient à créer tout simplement un objet de la classe string. Et autrement dit, on crée une instance de la classe string. Et c'est comme ça qu'on crée un objet de la classe string avec les classes que l'on va voir. Parce que là, on va essayer de créer d'autres classes. Pas seulement la classe main. Donc là, depuis le début, on a utilisé qu'une et une seule classe à la fois qui renferme notre méthode main et aussi d'autres méthodes. Donc, ce chapitre-là va nous permettre de découvrir, de voir comment interagir avec des classes. Et comme je l'ai dit, un programme Java n'est rien d'autre qu'une constitution de classes. Le code source, tout simplement, est encapsulé dans des classes. Donc là, comme je l'ai dit, on crée une instance de la classe string. Alors, pour bien appréhender la notion de classe, je vais vous donner tout simplement une assimilation, une analogie. Donc, supposons que l'on veut créer des maisons. Supposons que l'on a un plan de construction des maisons et on veut construire des maisons à partir de ce plan-là. Alors, le plan peut être considéré comme une classe parce que le plan possède les caractéristiques et les fonctions de nos futures maisons. Et toute maison créée à partir de cette classe-là est un objet à partir de ce plan-là plutôt est un objet. Est-ce que vous avez saisi? Donc, le plan constitue une classe et les maisons constituent des objets de cette classe-là. Autrement dit, des instances de cette classe-là. Alors, une classe possède des caractéristiques et des fonctions que l'on appelle ici des méthodes. Et chaque objet de cette classe-là, chaque instance de cette classe-là a ses propres valeurs concernant les caractéristiques de cette classe-là. Aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut retenir concernant les classes et des objets est que la classe n'est rien d'autre qu'en fait un plan. La classe contient des caractéristiques et des méthodes. Maintenant, si on veut créer un objet de cette classe-là, un objet à partir de cette classe-là, autrement dit une instance de cette classe-là, eh bien, là, on donne des valeurs, tout simplement, aux caractéristiques de la classe-là. Des valeurs spécifiques à l'objet. Des valeurs qui sont uniques à l'objet. Donc, si on a une classe, on peut avoir plusieurs objets distincts de cette classe-là. Et vous allez bien appréhender la notion de classe et celle d'objet, Inch'Allah, au cours de ce chapitre. Parce qu'on va se lancer à des exemples pour bien illustrer ce cours-là. Donc, ce cours sera beaucoup plus pratique que théorique. Alors là, on va essayer de créer un projet qui va renfermer deux classes. Une classe main et une classe ville. Notez très bien qu'un programme Java doit avoir impérativement la méthode main. Et d'habitude, on met la méthode main dans une classe main à part. Si vous avez saisi. Et là, après, on peut créer d'autres classes dont leur évocation se passe au niveau de la classe main. Particulièrement au niveau de la méthode main. Donc, un programme Java, comme je l'ai dit, doit avoir forcément une méthode main. Parce que la méthode main, c'est le point d'entrée, c'est le point de départ du programme. Certes, vous pourrez avoir un programme Java qui contient plusieurs méthodes main, mais parmi ces méthodes main-là, il y a une seule qui constitue le point de départ du programme. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, immédiatement, on va créer nos deux classes à travers Eclipse, mais avant ça, on va créer un nouveau projet. Je vais cliquer ici sur New
Java Project, je vais l'appeler POO, qui veut dire programmation orientée objet. Et là, je clique sur Finish. Voilà. Et à l'intérieur, au niveau du dossier source, j'ai créé mes deux méthodes, mes deux classes plutôt. Là, je vais l'appeler main. Je vais l'appeler classe main. Et cette classe-là va posséder la méthode main. Donc, c'est la classe main, c'est la classe principale. Je coche ici et je clique sur Finish. Voilà donc ma classe main. Je vais créer une autre classe que je vais appeler ville. Et cette fois-ci, inutile de la créer avec la méthode main parce que dans un programme, une seule méthode main suffit. Je clique sur Finish et là, voilà. Et vous avez noté que le nom d'une classe commence par une lettre majuscule. C'est par convention, hein? On n'est pas obligé, mais c'est par convention. C'est juste pour distinguer une variable simple et une classe. Voilà, donc j'ai mes deux classes là. Et il faut noter qu'une classe doit être caractérisée par des attributs. Une classe doit posséder des caractéristiques que l'on appelle aussi des attributs ou bien des propriétés. De même que des méthodes que l'on va voir. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà. Donc ce sont ces attributs-là qui caractérisent de manière unique nos futurs objets, les futurs objets de notre classe. Et les méthodes sont tout simplement les actions que peuvent effectuer nos futurs objets, comme on va le voir aussi. Donc là, pour l'objet ville, pour la classe ville, on peut envisager comme attribut, comme caractéristique, le nom de la ville, le pays apparenté, le pays de la ville, et aussi le nombre d'habitants. On peut aussi envisager d'autres attributs, mais je pense que ces trois attributs-là suffisent pour caractériser de manière unique une ville. Vous avez saisi? Donc, le nom sous la forme d'une chaîne de caractères, le nombre d'habitants sous la forme d'un entier, et le pays apparenté sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc là, on a trois variables. Notre classe ville va posséder trois variables, si vous voulez, caractéristiques, ou bien trois attributs, que l'on va appeler des variables d'instance. Ce sont des variables d'instance, des variables qui appartiennent aux objets. Parce que pourquoi variable instance? Parce que chaque objet aura sa propre valeur ou bien ses propres valeurs pour ces variables-là, pour ces attributs-là. C'est pourquoi on les appelle des variables d'instance. Alors, les variables d'instance se déclarent comme on a l'habitude de déclarer nos variables locales. Donc, on met le type de la variable, après le nom de la variable, après point virgule, tout simplement. Mais notez que ces variables d'instance-là se déclarent en dehors des méthodes. D'habitude, tout en haut, après la déclaration de la classe. Pas à l'intérieur des méthodes, sinon ça serait des variables locales. On va déclarer ces variables-là. Il y a nos villes, nos pays, nos nombres d'habitants. Voilà, string, ville, virgule, string, pays, c'est le pays apparenté, après, int, nombre, habitants. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de déclarer nos variables d'instance, si vous voulez, les caractéristiques de notre classe ville. Et chaque objet créé aura son propre nom ville, son propre nom pays, son propre nombre habitants. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Bien. Ici, vous allez me dire que pourquoi on n'a pas mis de portée. Là, on n'a pas mis de portée. Donc, par défaut, concernant les variables, si on ne met pas de portée, eh bien, la portée par défaut est public. Public veut dire que la portée publique, si on a une classe publique ou bien une variable publique ou bien une méthode publique, ça veut dire que cette méthode-là, cette classe-là, cette variable-là est accessible partout dans le programme. Alors là, j'en profite pour vous dégager un peu la différence entre public classe ville ou bien classe ville tout court. Il y a une légère différence. La différence est très subtile et très légère. En fait,
Si on déclare notre classe avec public, ça veut dire que cette classe est accessible partout dans le programme, partout. Par contre, si on enlève la portée, il y a la portée par défaut qui est default. Dans ce cas-là, cette classe est accessible uniquement dans le package qui la contient. Ben, ne vous inquiétez pas, après il y a un chapitre spécial dédié au package. Et là, je pense bien que je vais approfondir cette différence-là entre la portée publique et la portée par défaut. Voilà. Donc là, concernant les variables d'instance, concernant nos variables, si on ne met pas de portée, ça c'est que la portée par défaut, c'est public. C'est comme si on a fait ça, public. Donc, nos variables seront accessibles partout dans le code. Il y a 3 grands types de variables dans une classe objet. Dans une classe objet, on peut noter 3 grands types de variables. Il y a les variables d'instance que je viens d'expliquer. Voyez, les variables d'instance. Les variables d'instance auront des valeurs pour chaque objet. Des valeurs spécifiques pour chaque objet. C'est pourquoi on les appelle des variables d'instance. Chaque objet aura ses propres valeurs pour ces variables-là. Il y a aussi les variables de classe. Les variables de classe sont indépendantes des objets. Si on a une variable de classe, cette variable de classe-là aura la même valeur pour tous les objets de cette classe-là. Il y a aussi les variables locales. Donc depuis le début, on a travaillé avec des variables locales. Ce sont des variables que l'on déclare, par exemple, à l'intérieur d'une méthode. Ces variables-là ne sont accessibles qu'à l'intérieur de la méthode où elles sont déclarées, pas en dehors de la méthode. Et ces variables-là n'ont pas besoin de portée. Est-ce que vous avez saisi? Parce que leur portée, c'est la méthode. Elles ne sont pas accessibles en dehors de la méthode. Donc voilà ce qu'il faut retenir est qu'il y a 3 grandes variétés de variables. Il y a les variables d'instance, les variables de classe et les variables locales. Donc ce qu'on vient de déclarer constitue des variables d'instance. Avançons. Alors, là, si on veut créer un objet d'une classe, il nous faut ce qu'on appelle un constructeur. Un constructeur n'est rien d'autre qu'une méthode qui permet de créer un objet d'une classe. Au cas échéant, d'initialiser les attributs de cette classe-là, les variables d'instance. Donc, chaque classe, si on veut créer un objet, chaque classe possède un constructeur par défaut. Si on ne crée pas de constructeur, si on ne met pas de constructeur dans cette classe, dans la classe, il y a un constructeur par défaut qui nous permet tout simplement de créer un objet, mais pas quand même d'initialiser les variables d'instance. Pour notre classe ville, si on veut, on peut créer, pour vous montrer que si on ne crée pas de constructeur, il y a un constructeur par défaut qui est créé. Là, je vais essayer de créer un objet de la classe ville à travers le constructeur par défaut. Une fois que l'on a créé une classe, eh bien, un constructeur par défaut est créé de manière implicite, de manière tacite. Pour vous témoigner de cela, je vais tout simplement essayer de créer un objet. Là, je vais mettre ville, v égale new, ville, comme ça. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que Eclipse aime ça. Donc, ça veut dire que là, j'ai créé mon objet ville à travers le constructeur par défaut. Vous avez reconnu cette syntaxe? C'est comme tout à l'heure. À la place de ville, on a string. Donc, vous voyez, ville, c'est le type de cette variable-là, v, de cet objet. J'ai créé une instance de la classe ville. Maintenant, je peux construire mon propre constructeur par défaut. Est-ce que vous avez saisi? Dans ce cas, je vais mettre public. Pour créer le constructeur par défaut, on met public. Ville. Comme ça. Public ville. Vous avez saisi? Et là, j'ai créé mon constructeur par défaut. Je peux afficher quelque chose comme par exemple création d'objet ville
création d'objet ville. Avec une création d'objet ville tout court. Si j'exécute, alors vu que j'ai créé un constructeur par défaut, et bien là, Eclipse va utiliser ce constructeur-là, le constructeur que je viens de créer. Si j'exécute, j'aurai à la console création d'objet ville. Ça veut dire quoi? Cette méthode c'est bien exécutée. Donc, on crée des objets d'une classe à travers ce qu'on appelle un constructeur. Est-ce que vous avez saisi? Et là, il y a un constructeur par défaut si on ne met pas de constructeur. Chaque classe créée possède un constructeur par défaut. Si je veux, je peux mettre ce constructeur par défaut-là et le personnaliser. Mais le constructeur par défaut se contente uniquement à créer un objet, mais pas à initialiser les variables d'instance. Est-ce que vous avez saisi? C'est ça en fait là la différence. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Parce que si on veut créer un objet ville, on veut aussi lui donner un nom, aussi mentionner son pays apparenté et aussi donner son nombre d'habitants, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'on va créer un autre constructeur que l'on appelle le constructeur d'initialisation. Donc le constructeur d'initialisation, non seulement il crée un objet de la classe ville, mais aussi il initialise les variables d'instance. C'est grâce à ce constructeur-là que l'on se permet de donner des valeurs spécifiques à chaque objet. Est-ce que vous avez saisi? Et là, ce qui est valable aux méthodes est valable aussi au constructeur, parce qu'un constructeur est une méthode. Donc là, on peut surcharger le constructeur. On va faire surcharger le constructeur. Donc là, je vais créer un constructeur qui va prendre des paramètres, qui ne va pas se contenter uniquement à créer un objet ville, mais aussi à créer un objet ville avec des attributs, avec des caractéristiques, avec des valeurs. Là, je vais passer en paramètre le nom de la ville, le nom du pays apparenté et aussi le nombre d'habitants. Donc là, je vais mettre par exemple ici string. Je peux l'appeler nom ville, paramètre nom, prénom. Voilà. Pour le nom du pays, je vais mettre pays comme ça. P désigne paramètre tout simplement, d'accord. Pour le nombre d'habitants, je vais mettre P nombre comme ça. Vous avez saisi? Après, maintenant, je vais initialiser ces variables d'instance-là dans ce constructeur. Et c'est très simple. Je vais mentionner le nom de la variable, par exemple, nom ville, égal. Voyez ce nom-là, prénom, point virgule. Donc là, on peut dire que les variables d'instance sont accessibles partout dans le code. Sont accessibles dans n'importe quelle méthode. Après nos villes, là, je peux mettre nom pays égal pays comme ça. Après, nombre habitants, voyez, égal P nombre comme ça. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de construire un constructeur d'initialisation. Un constructeur qui va nous permettre de créer un objet avec des valeurs, avec des caractéristiques. C'est très simple. Là, j'enregistre. Et là, maintenant, je peux créer par exemple un autre objet. Là, je peux ajouter ici, je peux avisser quelque chose au niveau de la console pour me rassurer que ce constructeur s'est bien exécuté. D'accord? Donc, je vais mettre ici out. Je peux mettre ici, par exemple, création objet ville, création ville, tout simplement. Création objet ville, c'est beaucoup mieux. Avec paramètres. Voilà. J'enregistre. Donc là, je vais mettre ville V1, je vais l'appeler V1 égale new ville
Donc là, au lieu d'utiliser le constructeur par défaut, je vais utiliser le constructeur d'initialisation. Mais attention, il faut respecter l'ordre des paramètres, l'ordre des arguments de cette méthode. D'accord. Donc, on va mentionner premièrement le nom de la ville, après le nom du pays, après le nombre d'habitants. Vous avez saisi. Donc, le nom de la ville, je peux mettre Dakar. Le pays apparenté, je vais mettre Sénégal. Le nombre d'habitants, je peux mettre peut-être 2 500 000, comme ça. Voilà. Et là, il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, si je ne respecte pas l'ordre des paramètres, au lieu de mettre comme valeur du deuxième paramètre un entier au lieu d'une chaîne de caractères, là, il y a erreur. Parce que Eclipse ne reconnaît pas cette syntaxe. Est-ce que vous avez saisi? Donc attention, il faut bien respecter l'ordre des paramètres. Voilà. Maintenant, si j'exécute, voilà, création d'objet ville avec paramètres. Et là, si je veux, vu que ces variables-là sont accessibles partout dans le programme, je peux faire ça. Pour accéder à une variable d'instance, on met le nom de l'objet, point, le nom de la variable. Voilà, si je mets point, automatiquement, il me suggère les variables d'instance. Voilà, nos villes, nos pays, nombre d'habitants. Je vais afficher nos villes. Là, je vais l'afficher dans un système outprint LM. Voilà, comme ça. Et là, si j'exécute, j'ai Dakar comme information. Voilà. C'est Dakar. Si je veux mettre comme ça. Ville, 2 points. Ou bien, comme ça. V1 point nos villes, Dakar, plus I est une ville de... Là, je vais mettre V1 point nos pays est une ville de Sénégal qui a j'enlève ça, enlever ce plus là aussi, qui a plus V1 nombre habitants, V1 point non, V1 comme ça point nombre habitants plus habitants. Donc là, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Dakar est une ville de Sénégal qui a 2,5 millions d'habitants. 2 500 000 d'habitants. 2 500 000 habitants. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, à travers un objet, on peut avoir accès aux variables d'instance, à ses caractéristiques si vous voulez. Mais attention, ça c'est une chose à bannir, à éviter. C'est une chose qui est très déconseillée. On ne doit pas procéder ainsi. On ne doit pas donner accès à n'importe qui aux variables d'instance de notre classe. Est-ce que vous avez saisi? On ne doit pas donner accès à n'importe qui à notre variable d'instance. Là, la sécurité de la classe peut être en jeu. Donc, nos variables d'instance ne doivent pas être accessibles en dehors de la classe qui la renferme. D'où une nouvelle portée fera son apparition, qui est la portée private. J'avais dit que une variable d'instance
si on ne met pas sa portée par défaut est publique. C'est-à-dire que cette variable est accessible partout dans le code. Vous voyez, là, j'ai évoqué ces variables-là dans une autre classe. Et ça a marché. Et ça, c'est très déconseillé. Il ne faut pas procéder ainsi. Donc, nos variables d'instance ne doivent être accessibles qu'à l'intérieur de la classe qui l'encapsule, qui les encapsule, qui les renferme. C'est pourquoi que la portée de ces variables-là doivent être private au lieu de public. Donc là, je vais ajouter private. Private. Là aussi, private. Donc, assurez-vous que vos variables d'instance soient de portée privée. Verrouillez leurs accès en dehors de la classe qui les renferme. Et si j'enregistre, vous verrez que j'ai des erreurs ici. V1 non ville, V1 nombre habitants, V1 non pays. Pourquoi? Parce que maintenant, ces variables ne seront plus accessibles en dehors de la classe ville. Là, maintenant, on s'est bien assuré que notre classe ville est sécurisée. Les variables d'instance sont sécurisées. Parce que les variables d'instance, on ne doit pas faire n'importe quoi avec les variables d'instance. Parce que ça peut perturber après notre programme. C'est pourquoi il est fortement recommandé. Il faut toujours, je dirais même toujours les verrouiller. Il faut toujours qu'elles ne soient accessibles qu'à l'intérieur de la classe qui les contient. Maintenant, vu que ces variables-là ne sont plus accessibles en dehors de la classe qui les contient, maintenant, comment faire pour y accéder? C'est là maintenant que les accesseurs et les mutateurs font leur irruption, font leur entrée. Les accesseurs et les mutateurs. Les accesseurs permettent tout simplement d'accéder à une variable en mode lecture. C'est-à-dire, les accesseurs permettent de lire la valeur d'une variable. Par contre, les mutateurs permettent tout simplement d'accéder à une variable en mode d'écriture. C'est-à-dire, permettent d'écrire, de modifier une variable. Donc, pour avoir accès à nos variables privées, il faut se servir de ce qu'on appelle des accesseurs et des mutateurs, que l'on appelle en anglais les getters et les setters. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, voilà un exemple d'accesseur, de getters. Sa portée est toujours publique. Son rôle est de retourner la valeur de la variable qui est privée. La valeur d'une variable privée, voyez non pays. Son type, c'est le type de la variable qu'elle renvoie, qu'elle retourne. Et par convention, le nom d'un accesseur débute par get, a comme préfixe get, getters, comme j'avais dit. Getters. Pour le setters ou bien le mutateur, voyez, elle ne renvoie rien parce qu'elle se contente tout simplement à modifier la valeur d'une variable. Donc, cette méthode prend un paramètre, un argument, qui est la valeur de la nouvelle valeur de la variable. Vous voyez, et aussi sa portée est publique. Vu que la variable qu'elle modifie n'est pas privée, eh bien, elle doit être publique. Vu que la variable qu'elle modifie plutôt n'est pas publique et privée, donc elle doit être publique. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, pour résoudre ce problème, il nous faut mettre en place des getters et des setters pour chaque variable d'instance. Comme ça, on peut lire et écrire ou bien modifier nos variables d'instance. Et heureusement, vu que pour chaque variable d'instance, on va mettre en place son getter et son setter, son accesseur et son mutateur, là, Eclipse nous facilite la vie. Il y a une manière de générer les getters et les setters. On fait clic droit ici, là où on veut générer ça. On clique sur source, vous voyez, source après, il y a ici generate, getters and setters. Et là, on nous liste nos variables d'instance.
nos variables. Je sélectionne tout parce que je vais créer pour chaque variable son getter et son setter. Je clique sur Generate et automatiquement, il me génère tout. Vous voyez ici. Public string get novil. Ça, c'est l'accesseur de la variable novil. Ça, c'est son mutateur. Ça, c'est l'accesseur de la variable nopay, etc. Vous voyez. Maintenant, là, pour résoudre ce problème, vu que la variable n'est plus accessible directement en dehors de la classe qui l'encapsule, eh bien, on va se servir tout simplement de ces accesseurs et mutateurs. Là, vu qu'on va afficher la valeur de la variable, on va utiliser son accesseur, n'est-ce pas? Son accesseur, c'est quoi? Get novil. Voyez. Et là, c'est get nopay. Voyez. Et là, c'est get nombre habitants. Voyez. Qu'est-ce qui reste? Il me souligne toujours des erreurs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore enregistré ça. Voilà, je l'ai enregistré. C'est fini. L'erreur, c'est envolé. Est-ce que vous avez saisi? Donc ça, il faut toujours procéder ainsi. C'est très simple. Assurez-vous que vos variables d'instance soient privées. Assurez-vous que vos variables d'instance soient privées. Et après, mettez en place des accesseurs et des mutateurs pour qu'on puisse accéder à ces variables-là. C'est ça en fait la bonne pratique. Il faut procéder ainsi toujours. D'accord? Toujours. Toujours mettez vos variables d'instance en privé et après mettez des getters et des setters pour y avoir accès. Aussi simple que ça. Maintenant, on va s'intéresser un peu au mot Kelezis. Quelle est son utilité? Le mot Kelezis, pour être simple, le mot Kelezis fait référence tout simplement à l'objet courant. Fait référence à l'objet courant. Je vais vous donner un exemple très simple pour bien illustrer ce mot qu'elle est là. Par exemple, là, concernant le constructeur ville, qui sert aussi d'initialiser l'objet, et bien là, si je veux, je peux mettre les mêmes noms qu'ici. Par exemple, là, nos villes, je vais mettre ici nos villes. Nos villes, là, nos pays. À la place de pp, je vais mettre nos pays. Hop. Et là, p nombre. Au lieu de p nombre, je vais mettre exactement le nom de cette variable d'instance là. Exactement. Maintenant, là, il me dit que p nombre n'existe pas, pp n'existe pas, p nombre n'existe pas. C'est évident. Nos villes égale nos villes. Nos pays, hop, nos pays égale nos pays. Nombre habitants égale nombre habitants. Est-ce que vous avez saisi? Mais maintenant, comment faire pour dire que ce nom ville-là désigne cette variable d'instance? Ce nom pays-là désigne cette variable d'instance. C'est-à-dire, comment faire pour différencier les variables d'instance et ces paramètres-là? C'est à ce moment-là, c'est le bon moment où on va évoquer le mot Kelezis. Pour désigner la variable d'instance, là, on va utiliser le mot Kelezis. Zis.noville, qui veut dire que ça, c'est la variable d'instance. C'est la variable de l'objet courant. Et bien ça, c'est la valeur, c'est le paramètre. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà.
Ziz. Ziz. Et le tour est joué. Donc, avec le mot-clé Ziz, on peut utiliser les mêmes noms pour les noms des variables, de même que pour les variables d'instance et aussi pour les paramètres de nos constructeurs grâce au mot-clé Ziz. Parce que c'est le mot-clé Ziz qui différencie les variables d'instance et aussi les paramètres du constructeur. Pour être simple, le mot-clé Ziz désigne tout simplement l'objet courant. Ziz, ceci, se traduit par ceci, cela, ou bien moi. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà en fait l'utilité du mot-clé Ziz. Ziz. Si je veux aussi évoquer une méthode de cette classe-là, je peux aussi utiliser Ziz facilement. Par exemple, là, je pourrais mettre Ziz.getVoid, get nombre habitants. Ziz. Donc, ce qu'il faut retenir est que Ziz fait référence à l'objet courant. Si on veut connaître la valeur d'une caractéristique de l'objet courant, eh bien, on utilise le mot-clé Ziz. Si on veut évoquer la méthode de l'objet courant, on peut utiliser le mot-clé Ziz. Aussi simple que ça. Vous avez saisi? Voilà, et là, si on exécute, on aura toujours la même chose. Hein? Rien ne change. Voilà. Dakar est une ville de Sénégal qui a 2,5 millions d'habitants. Vous avez saisi? Voilà en fait l'importance du mot-clé Ziz. Il fait référence à l'objet courant. Voilà. Maintenant, on a vu le constructeur qui est une méthode. On a vu aussi les accès et les mutateurs qui sont aussi des méthodes. On va voir enfin un autre type de méthode qui est une méthode d'instance. Une méthode d'instance. Supposons qu'ici, on va mettre en place une méthode qui décrit une ville. Une méthode qui décrit une ville. Donc, chaque ville a sa propre description. Donc, cette méthode-là renvoie des valeurs spécifiques pour chaque objet. C'est pourquoi on l'appelle méthode d'instance. Parce que là, cette méthode-là, ce qu'elle renvoie est spécifique à chaque instance, est spécifique à chaque objet. Est-ce que vous avez saisi? On va avoir après une méthode de classe qui est une méthode qui est indépendante des objets. Qu'importe l'objet, cette méthode renvoie toujours la même chose. C'est comme avec les variables de classe. Les variables de classe ne seront pas affectées par des objets. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on va essayer de mettre en place une méthode d'instance qui décrit tout simplement un objet ville. Donc, au lieu de faire tout ça, là, au lieu de décrire tout ça là, un objet ville, on va créer une méthode. Parce que là, supposons que l'on crée une autre ville, on va répéter cette instruction-là. Et ça va apporter de l'illisibilité à notre code. Alors qu'on peut bien s'en passer. Voilà. Donc là, on va créer une méthode d'instance. Public. En général, les méthodes sont public. Public, cette méthode d'instance va renvoyer quoi? Va renvoyer par exemple une chaîne de caractères, string. Voilà, string. Le nom de la méthode, je vais l'appeler décris-toi, tout simplement. Décris-toi, qui ne prend aucun paramètre. Voilà. Vu que cette méthode doit retourner quelque chose, je dois mettre l'objet, je dois mettre le mot-clé return. Voilà. Qu'est-ce que la méthode va retourner? Va retourner tout simplement cette description. Par exemple, Dakar est une ville de Sénégal qui a 2,5 habitants, 2,5 millions d'habitants. Donc là, je vais mettre get no ville est une ville, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais mettre, avant ça, je vais évoquer ici
le nom de la ville. Hein. Si je veux, je peux utiliser this nos villes ou bien nos villes tout simplement. Je préfère utiliser this nos villes. Voilà, this nos villes. Le nom de la ville courant. Et là, je vais mettre plus. Voyez, espace. Et une ville de. Et là, je vais mettre this non pays. Voyez, plus qui a plus 10 nombre habitants. Voilà, plus hop, habitants. Point. Donc, notez très bien que je pourrais mettre tout ça dans une variable de type string. Et après, je retourne cette variable-là. Est-ce que vous avez saisi? Mais moi, je préfère retourner le résultat directement. Pour gagner un peu d'espace. Parce que si on crée une variable, on réserve un espace mémoire. Et là, j'enregistre. Donc, au lieu d'évoquer tout ça, je vais tout simplement enlever tout ça. Et je vais mettre V1 point d'écritoire. Et notez très bien qu'on invoque une méthode d'instance à travers son objet. À travers l'objet. On évoque une méthode de classe à travers la classe, comme on va le voir. J'enregistre. Et là, vous voyez, j'ai la même chose. Hein. Dakar est une ville, voilà. J'ai la même chose. Et là, si je veux, je peux créer une autre ville. Par exemple, Thiès. Ville V2 égale new ville. Voilà, Thiès. Hop. Virgule. Sénégal. Virgule. Nombre d'habitants, je vais mettre 1. Voilà. Point virgule. Et là, si je mets 6 out, print ln v2 point d'écritoire. Voilà. D'écritoire. Il m'a fait ça. Voilà. Création d'une création objet ville avec paramètres. Ça veut dire que le constructeur est bien évoqué. Après, Thiès est une ville de Sénégal qui a tant d'habitants. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est très simple. C'est comme ça qu'on procède. Voilà. Et notez très bien que là, je peux aussi améliorer un peu mon constructeur par défaut. Vu que j'ai un constructeur par défaut, je pourrais mettre aussi des valeurs par défaut. Oui, mon constructeur, voilà, mon constructeur par défaut, c'est là. Par exemple, là, je peux mettre nos villes. Comme ça, si je veux, je peux mettre 10 ans. Ça va de soi. 10 nos villes. Égal. Je donne un nom par défaut. 10 nos villes par défaut. Je vais mettre inconnu. Voilà. 10 point nos pays. Par défaut, je vais mettre inconnu aussi. 10 point nombre habitants. Par défaut, je vais mettre 0. 0 habitants. Dans ce cas-là, avec mon objet V qui est créé à partir du constructeur par défaut, eh bien, je peux aussi évoquer la méthode d'écritoire. Et là, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? V.d'écritoire. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Voyez, inconnu. Inconnu est une ville de inconnu qui a 0 habitants. Tous les objets créés à partir de ce constructeur par défaut-là auront les mêmes valeurs, auront des valeurs par défaut inconnues pour ville, inconnu pour pays apparenté et 0 pour nombre habitants. Donc c'est très simple. C'est très simple
pour créer un objet d'une classe, on a besoin de constructeurs. Soit on utilise un constructeur par défaut ou bien un constructeur d'initialisation. Si on veut bien renseigner les propriétés, les caractéristiques de cet objet-là. Et après, il faut s'assurer que les variables d'instance soient privées. Et après, si on veut y accéder, on se sert des accesseurs et des mutateurs. Si on veut, on peut créer des méthodes d'instance pour faire quelques traitements. Ouais. Alors, intéressons-nous avant de clôturer ce chapitre aux variables de classe. Donc, comme je l'avais dit, les variables de classe sont indépendantes des objets. C'est-à-dire, tous les objets d'une classe auront les mêmes valeurs pour la variable de classe. Parce que c'est une variable qui appartient à la classe et non aux objets. Contrairement aux variables d'instance, dont chaque objet possède ses propres valeurs. Voilà. Ici, pour marquer qu'une variable est une variable de classe, eh bien, on utilise le mot-clé statique. Voyez, on utilise le mot-clé statique. On met la portée, private, si on veut, statique, le type de la variable, le nom de la variable, et si on veut, on peut l'initialiser. Supposons maintenant que là, pour bien illustrer la variable de classe, une variable qui est indépendante des objets, supposons que là, on veut compter, on veut dénombrer le nombre d'instances, le nombre d'objets de la classe ville, autrement dit le nombre de villes. Donc à chaque fois qu'on crée un objet, eh bien on ajoute 1 au nombre de villes. Allons-y. D'abord là, on va créer une variable de classe. Donc les variables de classe et les variables d'instance se créent au même niveau, c'est-à-dire en dehors des méthodes. Là, je vais mettre private, statique, int, par exemple, nombre instance. Nombre instance. Je vais l'initialiser à 0. D'abord. On est d'accord? Et maintenant là, chaque fois qu'on crée une instance, ce nombre-là se verra s'incrémenter. Donc c'est très simple. L'incrémentation va se passer au niveau du constructeur, au niveau des constructeurs même. Donc si on crée un objet à travers le constructeur par défaut, eh bien, cet objet-là sera dénombré plutôt parmi les instances. Donc là, je vais mettre plus, comme ça. Aussi simple que ça. Je vais faire pareil pour les objets créés à travers le constructeur d'initialisation. Donc, chaque fois qu'on crée un objet, il y a l'incrémentation de la variable nombre instance qui recense l'ensemble des objets créés à partir de l'ensemble des objets créés de cette classe. Là, donc là, j'ai créé un objet. Je vais essayer d'afficher. Attention, là, si j'essaie d'afficher le nombre d'objets, ça ne sera pas possible parce que là, ma variable ici est private. Alors que je n'ai pas encore créé le getter. Donc là, j'ai juste besoin d'un getter. Je n'aurai pas besoin d'un setter pour modifier la valeur. Non. Donc là, c'est très simple. Soit je le mets manuellement ou bien automatiquement. Je le génère. Source, generate, getter, etc. Moi, je suis feignant. Voilà, là, je décoche ici. Et je décoche cet nombre instance. Je n'ai pas besoin d'un setter. Je le décoche. Je clique sur generate. Voilà, ça est là. J'enregistre. Là, je vais attendez. Bon, c'est pas grave. Après, je vais revoir ça. Voilà, là, j'ai créé un objet V à travers le constructeur par défaut. Je vais essayer d'afficher le nombre d'instances. Voilà. Vu que le nombre d'instances est une variable de classe. On évoque une variable de classe à travers la classe. Et attention, je veux souligner quelque chose ici. La méthode qui utilise
des variables de classe, qui utilise seulement des variables de classe, est une méthode statique. Vous voyez ici, j'ai public static int get nombre instance. Les getters et les setters d'une méthode statique, d'une variable statique, sont statiques. Mais attention, une méthode qui utilise seulement des variables de classe est statique. Si elle utilise des variables de classe et des variables d'instance, elle n'est plus statique. Attention. Si la méthode utilise à la fois des variables de classe et des variables d'instance, elle n'est plus statique. Une méthode est statique seulement si elle utilise des variables de classe. Je suis bien clair, des variables de classe. Voilà. Et là, je vais mettre le nom de la classe. Le nom de la classe ville, voyez, point, get nombre instance. Il me reste ici qu'une seule méthode, parce qu'il y a une seule méthode statique. Voyez, les méthodes statiques et les variables statiques sont accessibles à travers le nom de la classe. On met le nom de la classe, point, pas le nom de l'objet. Si on met aussi le nom de l'objet, il n'y a pas de mal. Mais cet objet-là n'influence pas la variable de classe, ni la méthode de classe. Je vais copier cette instruction-là pour la mettre après la création de chaque objet. Donc, après la création d'objet ville, je vais mettre ça là. Donc là, et là aussi. Et qu'est-ce que vous verrez si j'exécute? Voyez, ici, création d'objet ville, c'est un seul objet. Ici, création d'objet ville avec paramètres, j'ai 2. Ici, création d'objet ville avec paramètres, j'ai aussi 3. Voyez. Donc, au total, j'ai 3 objets. C'est de la classe ville. C'est 3 villes. C'est ça, en fait, l'utilité des variables de classe. Elles sont indépendantes. Elles ne sont pas affectées par les objets de cette classe-là. Si je veux, je pourrais créer, au lieu de créer cette variable-là en privé, je peux la créer en public, avec la portée public. Voilà, si je veux, je peux mettre comme ça, public, int. Là, je vais mettre nombre, instance. Comme ça, P. Je vais ajouter P qui veut dire public. Et là, je mets égal 0. Et je vais incrémenter ça dans chaque constructeur. Comme ça. Dans ce constructeur. Et là, donc, il y a une erreur là. Nombre, oui, ça c'est 2 points, c'est point virgule. J'enregistre. Et là, si je veux, au lieu d'invoquer la méthode, je vais invoquer directement la variable plutôt, parce que cette variable-là est publique. Vu qu'elle est publique, elle est accessible partout dans le code. Voilà. Donc, je vais mettre un autre système out, println. Là, je vais mettre ville, vous voyez, point, le nom de la variable. Attendez, ici, le nom de la variable, j'ai mis public, non? Oui, nombre, instance. Ah, j'ai oublié de mettre statique. Statique. Donc, statique, là, doit précéder tout simplement le type. Comme ça. Voilà. Donc là, nombre, instance P, 6 figures. Voyez. Et là, si je colle tout à la fin, si j'exécute, voyez, ici, 1, 1. Et là, il m'affiche 3. Donc là, si... mais notez très bien que là, avec les variables de classe là, on peut modifier sa valeur en dehors de la classe. Donc, mieux vaut utiliser celle-là, de marquer vos variables de classe et vos variables d'instance en privé. C'est-à-dire éviter, empêcher leur accès en dehors de la classe qui les encapsule. D'accord. Voilà, on avance. Maintenant, voyons ce que c'est le principe d'encapsulation. On l'a appliqué depuis le début, le principe d'encapsulation, sans s'en rendre compte. Voyez, je ne cesse de me répéter, je ne cesse de dire que
assurez-vous que vos variables soient privées et que vous utilisez des accessoires et des mutateurs pour y avoir accès. Eh bien, c'est ça en fait le principe d'encapsulation. C'est ça en fait le principe d'encapsulation. On encapsule bien nos variables. Et après, pour y accéder, on sert des accessoires et des mutateurs. Donc l'encapsulation nous permet d'interdire l'accès à nos variables d'instance, à nos variables de classe, en dehors de la classe qui les contient. C'est ça en fait le principe d'encapsulation. Donc, ayez l'habitude d'appliquer ce principe-là, parce que c'est pour la sécurité. Donc c'est très simple. Marquez vos variables en privé et après utilisez des getters et des setters pour y accéder. Les getters et les setters sont publics. Les constructeurs aussi doivent être publics, sinon on ne pourrait pas créer des objets de la classe, en dehors de la classe. Vous avez saisi? Voilà, c'est ça en fait le principe d'encapsulation. Et voilà, c'était tout pour ce chapitre. Donc c'est un chapitre intéressant qui est le premier chapitre vraiment qui s'intéresse à la programmation orientée objet. Parce qu'il dit programmation orientée objet dit la classe ne peut pas se passer de la classe. Parce qu'on ne peut pas avoir des objets sans classe. Non, non. On ne peut pas construire une maison sans plan. Vous avez saisi? Et une classe renferme des caractéristiques et des méthodes. Les caractéristiques sont des variables d'instance et sont des attributs. Des variables d'instance, si vous voulez, ou des variables de classe. Et aussi des méthodes. On a vu plusieurs types de méthodes. On a vu aussi plusieurs types de variables. On a vu les variables locales, les variables d'instance et les variables de classe. Parmi les méthodes, on a vu les méthodes d'instance, on a vu les constructeurs, les getters et les setters. On a aussi vu les méthodes de classe. Et c'est simple. Pour créer un objet, on utilise le mot-clé new. Toujours new. Après, on mentionne le constructeur. Soit le constructeur par défaut ou bien le constructeur d'initialisation. Si on utilise le constructeur par défaut, eh bien, soit tous les objets créés à partir de ce constructeur par défaut-là auront les mêmes valeurs, auront des valeurs par défaut. Ou bien n'auront pas de valeur. Si on veut par contre donner à chaque objet des valeurs qui lui sont spécifiques, eh bien, on sert du constructeur d'initialisation. Et comme vu que les constructeurs aussi sont des méthodes, eh bien, on a la possibilité de surcharger le constructeur. Voilà, c'est un chapitre très, très intéressant. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.